Vous faites bien de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour à chacun. Installez-vous confortablement et merci encore de nous accueillir chez vous ce matin. Aux côtés de Charlamel Mbachou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozopet, nous sommes repartis pour retoucher des sujets importants, réels, qui gravitent autour du Cameroun et des sujets en même temps qui interpellent plus d'un Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. Ils sont déterminés à être payés. Ces enseignants réunis autour du mouvement On a trop supporté. Eh bien, cette nuit, une réaction du chef de l'État, signée d'ailleurs des mains du secrétaire général à la présidence de la République, fait bien sûr écho et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Au regard de cette correspondance qui circule, de nombreuses interrogations autour de qui aurait donné bien évidemment l'occasion au SGPR de faire cette signature. Est-ce que le contenu relève-t-il vraiment de la volonté du chef de l'État aujourd'hui? N'y a-t-il pas d'autres poches de dépenses à même de résoudre la question urgente de ces enseignants? Madame, messieurs, de l'autre côté, dans le bras de fer, les enseignants sont déterminés à être payés malgré, on va dire, l'effort mis en place à leur côté. C'est un sujet pas de moindre, on en parlera tout à l'heure, mais surtout le regard porté dans la société aujourd'hui où on vit aujourd'hui des cas de viol à n'en plus finir. Viol, attouchement sur mineur et les derniers cas en date. C'est ces enfants qui ont été présentés, bien sûr, devant les caméras en tant que des enfants qui ont avoué être dans un réseau de passeurs d'enfants pour sodomiser des enfants à bas âge. Qui sont ceux qui sont tapis derrière cette pratique aujourd'hui au Cameroun? Comment comprendre en même temps le délitement qui se poursuit? Madame, messieurs, on en parle ce matin. Absolument, on ne saurait justement ne pas en faire justement une fixation là-dessus. Je voudrais vous saluer, messieurs et madame. D'ailleurs, ce matin, merci de nous retrouver. L'Afrique gagne, quoi qu'on dise. Vous également avec les tenues, les confirmes. Dominique Audrey, je commence par vous. Voilà. Bonjour et bienvenue ce matin, madame. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Quand beaucoup de Camerounais, on s'est réveillé ou bien on s'est endormi hier avec une vidéo qui présente une femme subissant des assauts répétés sur le plan sexuel d'un homme de façon ouverte en plein public. C'est outrageant de voir ce genre de choses. Et je crois que ce sont les à côté du 8 mars, les vidéos de cette célébration qu'on est en train de présenter sur les réseaux sociaux. C'est souillant parce que ce genre de femmes, ce sont les femmes qu'on se tue à vouloir parfois défendre. Absolument. C'est nauséeux de se livrer à ce genre de choses. On n'interroge pas la sexualité des gens, mais le faire de cette façon, comme on le fait en Occident, l'Afrique n'est pas prête pour ça. On n'est pas prêt pour ce genre de choses. On n'a pas besoin de ce genre de choses. Nos mères, nos sœurs, nos épouses n'ont pas à se livrer à ce genre de choses. Absolument. Et certainement, beaucoup d'hommes sont restés à la maison en faisant confiance à leurs femmes qui se sont livrées à cela. C'est vraiment... Et non seulement ce que vous dites, c'est dégueulasse. Il y a eu une interrogation incroyable. Les deux garçons qui sont justement dans ce vidéogramme. Et j'ai eu des proches qui m'ont dit, que diront les mamans de ces enfants, de ces deux garçons? Est-ce l'éducation que les mamans ont souhaité pour ces garçons qui se livrent à cette pratique dans ces coins? C'est inacceptable. D'aucuns vous diront que c'est leur travail, ils sont en train de travailler, ils gagnent leur pain. Et à ce moment-là, si on met ça sur le compte d'un emploi, on dira que notre État a échoué sans donner du travail aux jeunes qui sont obligés de se prostituer de façon sur le plan des hommes qui se prostituent pour faire ce genre de choses. On a vu ces choses qu'en Occident. Si vous cherchez ça sur Internet, on va vous dire que les gogo danseurs, on les voit dans d'autres pays étrangers. Mais ici, franchement, c'est fort. Bonjour à vous, chère madame. Merci infiniment. Isabelle Carozopet, je me retourne vers vous ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour Michel Ngachou. Bonjour à ceux qui sont des nôtres encore ce matin, à côté de tous ces problèmes qui minent le Cameroun. Oui, on prend plaisir des fois à s'évader en regardant aussi de belles parties de football. On va dire bonjour Paris, beaucoup de courage à vous. Voilà, merci infiniment. Charlamel Mbachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à toutes les femmes qui m'ont agressé hier. Monsieur Michel Ngachou, j'ai été agressé par des femmes hier et j'ai pu mesurer l'ampleur des filles mères.
je peux vous assurer que ce phénomène qu'on a touché, hier, il y a beaucoup de jeunes filles là dehors qui ont des enfants avec plusieurs pères. Et je peux vous dire, chacune qui m'agressait, c'était la seule enquête que je menais. Je me suis rendu compte que le mal est très profond. Trop profond. Vous retirez vos propos? Je ne les retire pas. Je ne retire pas mes propos. Je dis que j'ai été agressé hier et ça m'a fait du bien de savoir qu'il y a plusieurs filles qui aujourd'hui... Non, monsieur Michel Ngachou, je dis elles sont le déshonneur. J'ai retiré l'expression dévergondée hier. J'ai tenu à déshonneur pour la famille. Elles sont nombreuses et qui vivent parfois chez les parents. Elles ont voulu me faire comprendre, vous ne connaissez pas par quoi on traverse, vous ne savez pas ce qu'on a traversé, vous ne savez pas si, monsieur Michel Ngachou, c'est des réalités, le mal est profond. Et l'État semble avoir abandonné justement ces jeunes filles. Il faudrait que des programmes soient mis en place et que des sanctions sévères accompagnent les individus qui se retrouvent parfois à Saint-Étienne, 1, 2, 3, 14 enfants avec 14 mères différentes, monsieur Michel Ngachou, sans jamais épouser l'une d'elles, c'est un problème. Merci véritablement, Chalamel. Mais en même temps, on rappelle, peut-être vous parlez de déshonneur, non. C'est pas le déshonneur, cher dame. C'est son point de vue. On n'est pas d'accord. Oui, monsieur Michel, on ne va pas refaire les débats. Vous voulez transformer son point de vue, Michel Ngachou. Parce que vous dites que ce n'est pas une chose, mais lui ici c'est une chose. Il faut le dire, il y a des hommes également, pour revenir à ce que vous dites, qui ne sont pas de bonne moralité et de bonne nature. C'est de ça dont je dis, des sanctions. Donc, il faudrait que l'État mette en place des sanctions pour cela. Ceux qui vivent ce que certains hommes les poussent bien sûr à vivre ne sont pas dans le déshonneur, mais celles qui ont choisi de ne pas se respecter peuvent être la lumière de ce que vous exprimez ce matin. Bonbon Bengal Kandji, bonjour patriarche. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Non, je comprends, pour moi aussi je reste dans la ligne de Charles Hamel. Il y a en Afrique ce qu'on appelle les normes d'action. Les normes d'action, c'est l'éthique. En réalité, quand on parle de déshonneur, vous voyez, parce qu'on vous a moulé votre esprit dans le sens de combat l'un contre l'autre. Non, non, n'est pas comme ça. Le cerveau d'un Africain est assez large. Il sait que si ceci existe, cela peut aussi exister. C'est de ça que Chalamel parle. Il parle des déviances qui ont amené la société. Est-ce que dans ces normes d'action, ça concerne l'homme aussi? Comment le garçon ou le monsieur peut enceinter une fille, ne pas l'abandonner? C'est d'ailleurs lui qui reprochait à nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Ils viennent doter les filles ici, ils les enceintent, ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Il y en a même qui dotent 1000 filles. Et par rapport à ça, nous avons donc mis en place, nous, quelques chefferies à l'ouest Cameroun et ici dans le littoral, pour justement ne plus condamner les filles dont on a doté. Très bien. Ça veut dire que désormais, quelqu'un peut vous avoir doté et vous pouvez rompre le mariage traditionnel parce que les garçons aussi deviennent de plus en plus méchants. Merci infiniment, Bengal. Merci également à chacun d'entre vous, mesdames et messieurs. Faites bien de rester devant votre petit écran. Laissez-nous également vos nombreuses réactions à la suite de tous les sujets qui seront évoqués ce matin. Allez sur la page Equinox Télévision pour vous qui êtes déjà abonné. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, allez encore vous abonner parce que là-bas aussi, les débats se poursuivent. Ce numéro s'affiche au bas de l'écran. Envoyez-nous vos SMS. Isabelle prendra bien sûr la peine de les lire pour nous tout à l'heure. Dominique, vous nous amenez où ce matin? L'histoire est adressée aux hommes du plateau. Je suis avec mon époux depuis plusieurs années, on s'entend bien, mais il y a une chose qui me tracasse. Mon mari ne rembourse jamais l'argent qu'il m'emprunte. Chaque fois qu'il est coincé, il me dit « Envoie-moi du cash. Ma voiture est tombée en panne. J'ai besoin de 15 000. J'envoie l'argent. J'ai besoin de 30 000. Dépose-moi dans mon téléphone. J'envoie l'argent. Il me dit « Voilà, il y a tel contact. Envoie-lui 20 000 francs. Je te donne ça le soir quand je rentre à la maison. » Une fois à la maison, il ne donne pas. J'ai telle urgence. Envoie ceci à maman. 15 000. À la fin du mois, je te rembourse. Il ne remet pas. J'ai fait un petit exercice pour le début de cette année. J'ai essayé de comptabiliser. Je suis presque à 150 000 francs
de dettes que mon mari me doit. Et lorsque je lui demande pourquoi, quand est-ce que tu me remets mon argent, il me dit des trucs comme quoi je n'ai jamais dormi ici affamé à la maison et tout, vraiment qu'il ne faut pas que je le dérange avec ça. Est-ce que c'est normal que mon mari me prenne mon argent et ne me le rembourse pas sous prétexte que je suis sa femme, que je suis mariée à lui et tout? Et donc ma question, c'est comment faire pour qu'il me rembourse mon argent, ou alors j'arrête de lui donner mon argent, ou alors désormais on commence à signer des reconnaissances de dettes. Et ma question à moi, c'est: y a-t-il des prêts dans les couples? Vous vous reconnaissez? Vous ne payez pas vos dettes? Je jamais dit. Moi, je regarde la société, j'écoute les gens, les femmes. Franchement, qui est la femme? Moi, je comprends. Qui est la femme? J'ai dit que les plans de la femme, même Dieu ne les comprend plus. Attention, ce matin, nous saluons toutes les femmes qui nous regardent. Madame, dites-nous concrètement, comment vous gérez à votre mari? Est-ce qu'il vous emprunte de l'argent de temps en temps? Et est-ce qu'il rembourse véritablement? Je sais que les hommes sont monstres ce matin. Voilà. La question. Vous avez vu le silence de Charles? Ça dit non, hein? Ah, n'est-ce pas? Tout à Elle a l'heure. posé la question à qui? À Adlam? On pose la question aux hommes du plateau. Est-ce que vous... Allez, je commence par Bonbon Bengan. La question que vous êtes adressée, Bonbon Bengan. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que l'histoire de ce matin schématise? Vous empruntez et vous ne remboursez jamais. C'est vrai, je ne rembourse pas. Vous empruntez, oui, d'accord. Vous empruntez, vous ne remboursez pas. Je ne rembourse jamais, ça c'est vrai. Je suis un mauvais payeur. Mais justement parce que je sais qu'il n'y a pas de dette. Comment ça? C'est pour pimenter la relation. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Avec son argent. Tout à fait. Non, mais est-ce que c'est raisonnable quand même? Mais chérie, écoute, donne-moi 50 000 là. Je pense que sous peu de temps, je te rembourserai ton argent. Oui, et vous ne remboursez pas. Est-ce que ça ne fait pas également de vous un mari passé? Il est interdit d'oublier. J'oublie souvent de rembourser. J'oublie que j'ai contacté une dette, donc j'oublie. On me le rappelle, mais je ne rembourse pas. C'est l'agression, oui. Je ne rembourse pas. Non, il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de dette. Donc vous estimez que dans un couple, il n'y a pas de dette. Vous partagez ce que vous avez en réalité. En principe, l'argent du couple, c'est qu'on dégage pour madame, pour les besoins de la maison. C'est madame qui prend. Maintenant, on sait également que dans celle-là de tout, qui a besoin de 10 francs, pour lui donner 10 francs, il va garder 2 francs. Donc, de toutes les manières, la caisse de la femme est toujours fournie. N'est-ce pas? La caisse de la femme est toujours fournie. Je vois Dominique qui me regarde en riant, j'ai le sentiment que c'est pas très faux, Dominique. Donc, puisque c'est vous qui ravitaillez le plus souvent, maintenant, lorsque vous êtes fauché, vous dites, mais comme tu vois là, voilà, j'ai des étrangers, me dit, tu me rembourses, tu vas, j'ai dit oui. Je rembourse pas. De toutes les manières, je rembourse pas en lui disant que les 15 000 que j'ai pris l'autre jour, je te les rembourse. Non, je rembourse pas des techniques qui embellissent la relation, qui meublent la relation. Je lui demande quelquefois de garder. Je sais que bon, quand elle garde, voilà, je lui dis bon, je t'ai demandé de me donner l'argent à garder. Et elle me dit c'est fini. Mais je t'ai dit de garder. Je t'ai pas dit de prendre. Donc, bon, comme je ne sais pas évaluer mes dettes. Bon, j'ai dit que sûrement il est en train de couper là. donc en réalité, on s'équilibre sans causer de quoi. Bon. Dit, mais chaque fois je te donne l'argent pour garder, mais vous imaginez quand même, bon, Bengan, que votre femme, quand je dis, je ne sais pas qu'on peut tout le temps, mais qui nous regarde ce matin, votre femme ou monsieur, votre femme a un projet dans lequel elle veut absolument s'investir. Elle tient vraiment à ce projet à cœur. Et elle a un peu d'argent à la maison. Certes, vous êtes coincé, vous l'appelez, vous donnez de l'argent, mais est-ce que vous ne serez pas justement la cause de l'échec du projet qui pourrait justement soutenir la famille plus tard? Oui, mais il y a projet. Ici, les relations entre hommes et femmes, au sein du foyer n'est pas fondée sur l'argent. Oui. Maintenant, ce n'est pas normal que si madame a un commerce, madame a une activité génératrice de revenus, vous venez prendre là, vous ne payez pas. Non. Là, vraiment, c'est condamnable. Oui. C'est condamnable sur tout point de vue. C'est condamnable. Il n'est même pas besoin de lui dire, mais tu as fait des économies de combien? Le bar là rapporte quoi? Ou bien les champs, tout ça. Non. Elle fait les champs, tu sais que dans
l'organisation ou la constitution de la femme, elle a toujours un grenier. Et nous, comme nous sommes techniques et tactiques, on puise progressivement dans le grenier. Mais quand elle dit non, on ne fait pas un problème. Nous aussi, pour ravitailler le grenier, on fait des surprises, D'accord. Voilà. Mais quand elle dit non, il y a une activité que tu as fauchée, non, là, tu te retiens, tu te dis, mais non, excuse-moi, voilà, tu fais. Mais les relations de couple, c'est pas sur de l'argent. D'accord. Mais il faudrait que les prêts là pimentent plutôt la relation. Voilà, Alors, voilà comment moi le premier tome du plateau justement ce matin a réagi à la question, peut-être pas encore le dernier, mais je me tourne d'abord vers vous, Isabelle Carozopet. Est-ce qu'il est logique que l'on se regarde en couple comme étant des personnes qui se doivent de l'argent? Vous comprenez ça comment? Je comprends que l'homme est de mauvaise foi, simplement. C'est-à-dire que il faut faire attention en ce qui concerne les questions de finance ou d'argent dans le couple, parce que quand c'est mal géré, ça pourrait être une source de tension, de conflit permanent que vous aurez du mal à pouvoir gérer par la suite. C'est le monsieur lui-même qui dit à sa femme: prête-moi de l'argent pour telle chose. C'est différent de dire: chérie, dépanne-moi pour telle chose. Donc, il faut faire attention avec les expressions qu'on utilise. Parce qu'en réalité, on est d'accord de ce que qui paye ses dettes s'enrichit. Lorsque vous dites à votre femme: j'ai besoin de 20 000 francs, vraiment je veux gérer une affaire là, je te rembourse ça le soir, et qu'elle le fait, vous devez prendre sur vous de rembourser cet argent. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un prêt et il s'agit de ce que demain aussi, vous pourrez être dans une situation encore compliquée et vous allez vous retourner vers madame. En réalité, l'homme qui s'acquitte de ses dettes vers sa femme, c'est l'homme le plus heureux de la terre parce qu'il sait qu'en tout temps et en tout lieu, vraiment, avec un bip ou un petit SMS, madame pourra vraiment le faire sortir d'une quelconque situation. Mais lorsque vous n'êtes pas en harmonie avec elle, ou alors vous commencez à avoir les doubles visages, ou à un moment donné où vous voulez user de votre statut de chef de famille pour venir faire tout et n'importe quoi, alors sachez, monsieur, que ça ne passe pas. Le prêt dans le couple existe, oui. On sait, on s'entend bien, mais quand vous dites: chérie, prête-moi ceci, prenez aussi sur vous de pouvoir rembourser cela. Je crois que ça participe de l'élégance aussi dont devrait faire preuve un homme. Ça participe aussi de ce que madame gagne davantage confiance, ou alors la confiance de son mari. Quand elle sait que, voilà, si monsieur me prend 100 000 ou n'importe combien, vraiment il va me rembourser cela. Pas de dire: est-ce que tu as déjà dormi dans cette maison sans manger ou quoi que ce soit. Vraiment, je ne suis pas d'accord. J'imagine les femmes qui vous écoutent ce matin, qui sont en train d'appeler leur mari en leur disant: monsieur May qui lance pour regarder, et puis écoute ce qu'on est en train de dire là-bas. Oui, parce que d'une manière ou d'une autre, vous l'associez. Parce qu'en réalité, l'argent de la femme, c'est pour la maison. C'est-à-dire que quand un rideau n'est plus correct et tout, c'est usé, elle ne vous dit pas: chérie, écoutez, j'ai besoin de 20 000 pour ces rideaux. Elle prend dans sa boîte bleue à elle pour le faire. Donc, quand vous prenez sur vous... Que monsieur Ravitage... Non, dans sa boîte bleue à elle pour le faire. La source d'approvisionnement, maintenant, il faut aller encore questionner. Mais sa boîte bleue, à elle. Isabelle, la question justement de: prête-moi de l'argent. Oui. C'est que donne-moi un peu d'argent, je te le rembourserai. C'est quand même le verbe, c'est quand même la parole. Ouais. Et l'homme, c'est sa parole. Exact. Alors, quand on ne l'honore pas cette parole-là, effectivement, vous avez dit, ça crée une crise de confiance dans le couple. Oui. Alors, que doit faire la femme dans ce cas? Peut-être pour ramener son mari à la norme. Posez plutôt la question à l'homme, parce que moi je crois que c'est ce que devrait faire l'homme. Il devrait tout faire pour gagner la confiance de sa femme. Parce que là, à ce moment, ça s'effrite. Dans le cerveau de sa femme, ça s'effrite. Elle ne peut plus faire confiance à son mari. Et désormais, même pour un verre d'eau, ou alors même pour 50 francs, tout ce qui va arriver va arriver. Une seconde, justement, c'est là le problème. Oui. Il ne faut pas fonder les relations de vie familiale sur cela. Il ne faut pas fonder ça sur cela. C'est-à-dire que... Sur l'argent. Voilà, sur l'argent. Oui. Là, ça veut dire qu'on l'a fondé sur l'argent. Mais si techniquement, tu as constaté que monsieur rembourse pas, moi, je n'ai jamais remboursé les dettes. Oui, mais vous remboursez d'une autre façon, peut-être. Voilà, c'est ça que je dis. Que vous amenez monsieur à rembourser ça d'une autre manière. Ce n'est pas de l'escroquerie. Donc, vous voulez que les femmes commencent à mentir? Non, ce n'est pas le mensonge. Pas mensonge. Puisque quand monsieur demande 15 000 ou même il ne manque pas. Maintenant, quand il dit chérie, arrête-moi ça, c'est une technique. Arrête-moi ça, bon, voilà. Et j'avais promis même, voilà, il sait que généralement la coiffure c'est 20 000. Il te dit, ben, bon, prends 40 000 pour ta coiffure et fais-toi belle. Après,
il sait, c'est des techniques comme ça qui Mais est-ce qu'à un moment donné, sur ce que Isabelle Carole est en train de dire, bon Bengan, est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas nous aussi apprendre à dire, chérie, je t'ai dit hier que tu me donnes 20 000. Oui, non, ça existe. Non, mais non, je vais dire, surtout... donne-moi 20 000. Vraiment, chérie, voici tes 20 000. Parce que là, au moins, de mon on gagne en crédibilité, on gagne en honneur, on gagne en amour, et je crois que on resserre encore les liens dans le couple. Absolument. Je vais toujours le dire, peu importe les regards. Oui. C'est important, c'est très important. Quand vous ne le faites pas, à la limite, vraiment dans votre cœur ou alors dans son cœur, elle dira... Parce qu'en réalité, ça frise la malhonnêteté aussi. De l'homme. Oui, ça frise la malhonnêteté de la part de l'homme. Et dans le cas de la dame, elle se plaint pourquoi c'est récurrent. C'est récurrent. Ouais. Si monsieur le fait une fois en passant, ok, d'accord, on peut comprendre que ce soit arrivé, mais quand ça devient récurrent, ça pose un problème. C'est vrai que les compréhensions peuvent être compliquées quand même, Isabelle Carole, d'accord. L'homme a des obligations, c'est lui qui doit bâtir la maison, c'est lui qui doit nourrir la famille, c'est lui qui doit sécuriser la famille, c'est lui qui doit soigner la famille. C'est lui qui ne regarde même pas les revenus de sa femme. En réalité. Mais il ajoute. Et il rajoute. À un moment donné, est-ce que les femmes, au-delà justement, je dis sur l'autre angle de la parole, ne peuvent pas se dire, ah ben c'est également une façon à moi de contribuer quand même à l'avancée de cette Non, Michel Ngachou. Je crois qu'aujourd'hui on est dans une ère où la femme, peu importe ce qu'elle fait ou quoi que ce soit, participe également aux charges du foyer. Elle n'est plus celle-là qui croise les mains et se dit ok d'accord, je suis mariée, et elle se targue de cela. Je crois qu'aujourd'hui vraiment elle participe, toutes les femmes d'une manière ou d'une autre contribuent à l'épanouissement ou alors à l'avancement du couple, mais maintenant il y a une question d'honneur qui est extrêmement importante. Il y a une question de confiance de la part de l'homme qui gagnerait à pouvoir soigner. Parce que ça aussi c'est important. Et la dame se plaint, je suis sûre, parce que voilà, monsieur passe le temps à dire prête-moi ci, prête-moi ça, il ne rembourse pas. Mais il ne prend pas aussi celui de faire des mains levées, spontanées, comme cela. Je crois parce que quand vous le faites aussi de manière spontanée, un peu comme Bombok l'a dit, c'est-à-dire il y a des jours où il dit chérie, écoute, prends ci ou ça. Parce qu'il sait qu'en réalité il est en train de régler les dettes et payer même plus pour approvisionner sa caisse, parce que demain il reviendra. Le deuxième homme justement du plateau, c'est Charlamagne Badiou, qui a été interpellé naturellement pour donner son point de vue. Il a du respect pour la femme. On va laisser le Charlamagne, il est traumatisé. Il a du respect pour la femme. Il y a des femmes qui tiennent compte des sensibilités et du choix des mots, c'est important. Permettez Isabelle. Oui. On peut comprendre qu'il y ait un conflit entre les deux sexes. Non, il n'y a pas de conflit. Elles veulent manipuler Charlamagne. Merci, mais elles ne peuvent pas. Merci. Je me sens protégé. Moi, je veux qu'on s'entende, monsieur Badiou. Oui. Lorsque la femme se plaint de ce que vous lui avez fait un prêt, enfin, vous lui avez pris un peu d'argent, vous n'avez pas remboursé. Est-ce que vous-même, ça ne vous réduit pas un peu? Ça ne vous réduit pas un peu devant votre épouse? Monsieur Michel Ngachou, les femmes sont ingrates. Les femmes sont ingrates. L'homme passe plus sa vie à faire des prêts à la femme que la femme à l'homme. Vous n'êtes pas sérieux là. Chérie, tu peux me garder les brochettes? Ça c'est quoi? C'est tous les jours. Ça c'est quoi? C'est dans le regard. S'il vous plaît, permettez-moi. Vous avez menacé mon regard. Chérie, mon téléphone, tu appelles là, je ne comprends pas bien. Vraiment, si tu as moyen, prends mon téléphone. Ça c'est quoi? Ce n'est pas un prêt. Elle rembourse ça comment? Ce n'est pas un prêt. Monsieur Michel Ngachou, vraiment mon cœur, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai tout utilisé l'argent des nations. Vraiment. Mais ça c'est quoi? Ce n'est pas le prêt. Tu vas même au village, tu viens avec les plantains. Bon, je viens. Bon. Les femmes sont ingrates, monsieur Michel. Elles ne sont pas ingrates. L'homme passe sa vie à mourir pour la femme. Mais la femme ne voit pas les efforts de l'homme. La femme ne demande jamais ce dont elle a besoin. Si la femme veut 1000 francs, elle va te dire que chérie, j'ai pris 5000. Il faut qu'il donne. Ouais, elle est sur le plateau. C'est le prêt, madame. Ça, c'est le prêt. Ce n'est pas le prêt. En vous donnant, je sais que je fais un investissement. Non. Oui, madame. Tu voulais 1000 francs, elle dit j'ai besoin de 5000. Vous sortez 10 000, elle vient vous remettre 2000. Mais tu as dit que tu avais besoin de 5 000, non? Non, en passant, j'avais oublié encore quelque chose. Elle ajoute, vous appelez ça quoi? Ce n'est pas le prêt. Voilà un homme qui a trouvé stratégiquement comment récupérer l'investissement qui fait la femme. Donc vous cautionnez ça? La preuve, elle a calculé. De janvier aujourd'hui, elle calcule.
La femme calcule tout, monsieur Michel Gatchou. C'est un danger que vous ne pouvez imaginer. Quand l'homme décide de voyager, il charge le frigo. Vous appelez ça quoi? C'est le remboursement. Remboursement comment? Vous Dîner d'être, monsieur Michel Gatchou. Quel remboursement? Quelle obligation? Comment vous mélangez tout? Quelle obligation, monsieur Michel Gatchou? l'obligation de nourrir nos femmes, de nourrir nos enfants, de nourrir nos foyers. Vraiment, pour une fois, soyez honnête. Regardez la télé, vous mangez chez vous? Bien sûr. Ah bon? Ah, la télé fait les choses. Maman. Donc vous déjeunez, vous mangez tout vous. Ce n'est pas vous qui mangez ce que vous changez, monsieur Gatchou. Ah mais vous voulez dire quoi? La quantité de ce que vous avez mis? Oui, ce n'est pas vous. Ah mais non. C'est un Vous prêt. nourrissez la famille. C'est un prêt, monsieur Michel Gatchou, qu'on peut adosser au substitut obligation. C'est un prêt. Rien ne se fait de manière gratuite. Même votre femme qui vous aime a un intérêt. Il faut le savoir. Oui, regardez-moi, je pourrais me regarder. Donc, monsieur Michel Gatchou, il n'y a pas de dette dans le couple parce que tout ce que l'homme fait, il pense au lendemain. Vous avez des femmes, les sérieux des femmes très subtiles. Quand l'homme rentre avec, le jour qu'il met un peu la musique, il danse le type c'est à l'argent. Je prends ça comment? Elle lance dans des réflexions, elle va au laboratoire, elle compose. Le soir, tu viens, tu veux parler, tu dis, j'ai les mots de tête de la musique que tu as mis là. Je ne sens pas. J'ai des douleurs au bas-ventre, vraiment mes pieds. Vous allez De l'hôpital. C'est après. Vous voyez, monsieur, la femme est stratégique. Elle va vous éponger comme ça toute la semaine. Elle va dire, j'ai épargné. Oui. Et les femmes font les tontines. Les tontines qui font faire le travail, elle les fait où? Elle fait où? C'est le prêt qu'elle fait à son mari, monsieur Michel Gatchou. Donc il est en train de récupérer la drogue dans sa femme, c'est ça? Stratégiquement, n'oubliez pas la même stratégie. Il est malhonnête. Non, il n'est pas malhonnête Il est parce malhonnête. que monsieur Michel Gatchou, il met tout ce qu'il faut. Elle n'a jamais dit qu'elle a eu un souci. Je donne, mais ça ne revient pas. La manière avec laquelle ça revient, je ne sais pas. Chérie, s'il te plaît, tu voulais t'appeler là parce qu'il y a un problème. Je n'ai pas des unités. Fais-moi les unités. Ça, c'est quoi? C'est le don. C'est le cadeau. C'est Jésus, c'est le don. le C'est le prêt. Parce qu'un jour, je vais t'appeler en te disant, j'ai des soucis. Vous voyez des femmes à qui l'homme donne 50 000, 30 000 pour qu'elle ait un deuil. Elle arrive au deuil. Elle dit que vraiment, ce que tu m'as donné ne représentait rien. Je suis bloqué ici. Envoie-moi le français. Ça, c'est quoi? C'est le don. D'accord. Vous voyez que les expressions, suivant qu'on appelle le français, il faut que vous ramenez des arguments, Charlamène Gatchou, qui semblent vous convaincre et qui pourraient bien sûr convaincre certains hommes aujourd'hui. Dominique Audrey, je prends votre avis. Doit-on regarder son nom comme étant, je vais dire, je cherche le thème, peut-être pour mieux... L'homme est un bailleur de fonds. Pourquoi vous avez trouvé le thème? Vous ne devez pas vous les jongler. Oui, l'homme est la banque justement de la famille, dans une certaine mesure. Mais la femme aussi, n'a-t-elle pas des responsabilités vis-à-vis de son homme? Vous donnez, vous attendez qu'on vous rembourse? J'ai une vision différente du couple. D'accord. La vision que j'ai du mariage ou bien de la vie de famille ou la vie en couple, c'est qu'il y a une caisse commune. Une caisse commune. Il y a une caisse commune. Que vous instituez Si ou bien une qui femme doit travaille, exister? Que de commun accord on institue. Ah d'accord, très bien. Michel ramène le salaire, je ramène le salaire, on établit les dépenses, on établit voilà ici. Et maintenant, il nous reste 100 en caisse. Lorsque Michel va m'appeler pour me dire que voilà, je suis coincé ici avec la voiture, c'est l'argent qu'il sait qu'il existe, qu'on va prendre, que je vais prendre et envoyer. C'est l'argent que je garde à la maison en cas de divers, en cas d'imprévu que je vais lui donner. Si jamais, au grand jamais, Michel ne rembourse pas cet argent, eh bien, c'est l'argent qu'on aura dû avoir en caisse au cas où il y a un enfant malade ou bien qu'il y ait une situation. Donc, s'il y avait une sorte de clarté, il n'y a pas de prêt en couple là. Vraiment, j'estime qu'il y a vous entrez dans cette formule-là, vous êtes mort. Non, permettez. D'abord, les avis de la femme en 3 mois, vous allez voir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour moi, au budget, c'est coiffure seulement. Toi, tu te coiffes. Donc, tout ça se répartit. Les dépenses en couple sont organisées. Et celles de la femme sont plus supérieures à celles de l'homme. Une femme qui se projette, une femme qui a des projets, ou bien qui est dans une situation où elle n'est pas encore totalement stable, ne peut pas acheter des vêtements tous les mois. Tous les mois. Et c'est quoi tous les mois? Tous les jours. Ça se passe comment? Pour ce qui n'est pas encore stable, la femme qui va au marché commence par les rayons sous-vêtements et finit par les rayons sous-vêtements. Vous parlez de quoi? Avant de faire les achats.
bon. C'est lorsque la période qui reste même combien. Elle rentre à la maison, le marché était Comment vous le savez? C'est comme ça que les femmes Monsieur Michel Comment vous le saviez? Monsieur ça? Michel Je veux Gadiou. savoir. Il a quatre J'en ai femmes. 4. Nous, on a l'expérience. Nous, on a l'expérience. Ah d'accord. On a Il y a l'autre, quand elle entre au marché, elle commence par le rayon de Fongo. Jinja. Elle s'assied d'abord là-bas, elle tape 2 heures. Elle cause avec les femmes de Jinja, c'est encore pas avec le soir. Et bien, bon. Avant de tourner. Non, la vie en couple n'est faite que de près, monsieur Michel Gadiou. Allons-y, 2 minutes. Moi, j'estime que puisqu'on réglemente tout, on organise tout dans le foyer, l'homme peut avoir les à côté d'argent, l'autre, là, on ne veut pas savoir. On veut avoir le salaire. Ah d'accord. Puisque même nos à côté, c'est encore notre problème. nos à côté, ils ne connaissent pas. Donc, voilà. Si on organise tout, on ne vit que dans ça. Si je dois prêter l'argent au mari, je prête l'argent au mari dans ce qu'il sait que j'ai, que la famille a. On a 50 000 en caisse. Oyangelek, envoie-moi un peu 20 000 là. Je vais envoyer à mon beau, je vais envoyer à mon cousin, je vais envoyer. Je prends, je t'envoie. Mais le moment où il va falloir payer une facture ou bien gérer un truc, je vais te dire, donne l'argent que tu as pris en caisse parce qu'il faut combler le vide. Donc pour moi, il n'y a pas de prêt. Donc, On ne prête pas l'argent. Vous ramenez ce que vous gagnez tous les deux, vous Oui. mettez dans une caisse. Oui. Et ben, Chacun gère ses à côté. c'est institutionnaliser justement la démocratie dans les dépenses au niveau d'une famille. Si on a 300 000, on a un loyer de 70 000, on a la ration de 50 000, on a, bon, quand je dis 50 000, c'est qu'on peut avoir les charges fixes, eau, énergie et câbles, 50 000. Maintenant, il y a la nourriture des parents, disons 10 000, je dis n'importe quoi. On a l'argent de poche du neveu qui a La l'université, prostate de 5 000. papa, là, on ne mesure souvent pas. On a, donc tout est organisé. Maintenant, l'épargne, c'est 100 000. Donc, on vit avec le reste. Il faudrait que pour ceux qui sont encore en train de se chercher, il faut avoir un minimum. Bon, c'est pas ça le D'accord. sujet, mais il n'y a pas de prêt en couple. Vous ne pouvez pas prêter l'argent à votre mari parce que celui-ci peut être véritablement en difficulté. Et dites-vous bien qu'il y a des situations dans lesquelles il vous a sorti. Vous voyez un peu. Partir sur ce prisme, c'est autre chose. Charles Abel. Monsieur Michel, il y a ce qu'on appelle des mains levées dans le couple. Ces mains levées que l'homme fait, je suis sorti, ça a donné, voilà 20 000, voilà 10 000, voilà 15 000. Combien le font? C'est justement là où il y a un problème. Combien le font? Combien en ont? Non, combien le font? C'est un problème de volonté. Parce qu'il y en a qui sont radins, ça aussi, il faut le dire. Il y a des hommes qui sont radins, qui ne pensent jamais à dire, chérie, écoute, va te coiffer. Qui ne savent pas employer ce genre d'expression. Non, Et il n'enlève rien de la ration. non. Il faut cultiver les mains levées. Il faut apprendre à aérer les questions financières, surtout de la femme dans le couple. C'est important. Parce qu'en réalité, il faut savoir que si votre femme a de l'argent, c'est vous qui avez de l'argent. Ce sont vos enfants qui seront... Oui, mais la question de la caisse commune que Dominique pense qu'il faut instituer. Non, moi, je crois que ça, vous êtes d'accord ou pas? c'est un tout autre débat. C'est un tout autre débat. Parce qu'à ce moment, on ne parlera même pas de prêt. Parce que chacun se servira quand il l'aura Michel, besoin. en 2022, les femmes doivent encore réclamer la coiffure. Il y en a qui revendiquent. Oui, Il y en a parce qui revendiquent. qu'il y a des hommes comme nous qui aimons les nattes. Voilà. Mais qu'elle aille se faire natter. Oui, c'est ça que je dis. Mais Il y a des gens comme nous qui aimons les nattes. Elle-même ne peut pas Il y a des payer. gens comme nous qui aimons le contact physique entre les belles-sœurs et nos épouses. Nous avons des sœurs qui coiffent. Vous allez faire quoi au salon de coiffure? Appelle ma sœur, viens te coiffer. Bah, on dit la On même ne chose. dira rien, on ne dira rien. On dit la même On chose. ne dira rien, rentrez au Valais africaine. Vous appelons bien vous faire les vous torsadés. aimez les filles, Pendant qu'on fait les on les torsadés, on cause. Ton mari m'a dit que tu lui as manqué de respect tel jour. Pendant qu'elle fait, tu réponds mal et tolle. C'est ça le but. En famille, vous parlez de vous. Merci. Ça va. Vraiment. Allez, mesdames et messieurs, on va prendre bien sûr vos avis tout à l'heure sur la question bien évidemment de l'histoire portée ce matin sur notre antenne. Pour vous, en même temps, comment vivez-vous votre relation avec votre mari, madame, maman, femme? Monsieur, est-ce qu'il vous arrive justement de prendre l'argent de votre femme et vous ne remboursez pas? Si oui, pourquoi? Expliquez-nous. Je m'interroge ce jour sur la question de la résurgence du choléra dans ce pays. Le choléra
Depuis tout petit, il y a des chansons que les enfants aiment entonner. Les filles ne se lavent pas. Choléra. Les garçons se lavent. Bonne nouvelle. Jusqu'à ce jour, on continue de chanter choléra. Depuis les premières semaines du mois de janvier, les villes de Douala et de Yaoundé et de Limbé se trouvent plongées dans une sorte de psychose due à la résurgence de l'épidémie de choléra, une maladie que l'on croyait totalement éradiquée depuis plusieurs dizaines d'années. Le Cameroun, pays d'Afrique centrale, souffre face à la recrudescence des cas de choléra, avec une population d'environ 40 millions d'habitants en 2022. Le choléra, dit-on, est la maladie de la saleté. Mais qui est sale? Le gouvernement qui ne met pas à disposition de l'eau, la qualité, l'eau. Ou bien les populations qui ont de la peine à évacuer leurs ordures. Qui est sale? Depuis 1971, date à laquelle les premiers cas de maladie ont été notifiés au Cameroun, notamment 2000 cas, l'incidence de la maladie a nette croissance au fil des périodes épidémiques. 4000 cas en 1991, 5786 cas en 1996, 8000 cas en 2004, 10 759 cas en 2010, 23 152 cas en 2011, et j'en passe. Les régions les plus sensibles étant le littoral et la zone septentrionale. Le pays fait face à une résurgence de l'épidémie. Au 1er janvier 2022, la situation épidémiologique faisait état de 1102 cas notifiés et 32 décès. Le bilan initial au 1er février était de 5 décès dans 2 régions les plus touchées, à savoir le sud-ouest et le littoral. Qu'a fait le Cameroun pour mériter de tels dirigeants qui sortent sur la vulnérabilité du peuple pour s'enrichir? On dirait là-bas, au ministère de la Santé, qui a tout un département qui maîtrise exactement les dates où il faut décaisser des grosses sommes pour entrer dans la lutte contre le choléra, parce qu'on sait et on maîtrise que le choléra va tôt ou tard se déclencher. On organise des missions, des séminaires de lutte contre le choléra, on bouffe des biscuits turcs et à la fin on se salue en disant « laissons monter la température » et après on se servira tout simplement. Pourquoi nos ministres de la Santé ne veulent vraiment pas travailler pour le peuple? Pourquoi ne respectent-ils pas les 3 axes stratégiques de la feuille de route mondiale? Notamment, une détection précoce et une riposte rapide pour endiguer les flambées. Une approche multisectorielle, ciblée pour éviter une résurgence du choléra. Un dispositif efficace de coordination, couvrant l'appui technique, la sensibilisation, la mobilisation des ressources et le partenariat au niveau local et mondial. Chaque année, dans les zones ciblées, on parle de kits anti-choléra. Vraiment lamentable. On dirait qu'il y a un grenier au ministère de la Santé avec ces kits. Lorsqu'on dit choléra, on sort rapidement les documents et les kits anti-choléra. Sur les 10 régions que compte le Cameroun, 5 sont frappées par le choléra. Sud-ouest, littoral sont en tête du nombre de cas et de décès. Bakassi, Limbé, Bongé, Kribi, Fotokol, Melon. C'est la ligne de contamination du choléra en résurgence au Cameroun depuis fin janvier dernier. Cette liste serpente les régions du sud-ouest, littoral, sud et extrême nord. Le choléra a d'abord été détecté en janvier dans les régions du sud-ouest et du littoral, puis s'est propagé à 3 autres régions du pays. Comment comprendre que les cas de choléra soient si fréquents dans ce pays? Qu'est devenu le plan de riposte national contre le choléra? Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce fléau reste étroitement associé à un accès insuffisant à l'eau potable, l'absence de mesures d'hygiène et d'assainissement. Cette maladie reste à l'échelle mondiale un indicateur de l'absence d'équité et de l'insuffisance de développement. Que dit le gouvernement sur la question de l'accès à l'eau? Des discours, la poudre de perlimpinpin. Le ministre de l'eau, du puits et de l'énergie néant s'est-il exprimé sur la question? Jamais. On fait des promesses. À l'horizon 2035, l'eau sera une affaire relégante du passé. Applaudissez pour le chef de l'État qui a inscrit cela dans le SDN, document de stratégie nationale et tout ce que vous voulez. Ont-ils oublié que le Cameroun
dans son ensemble connaît un taux d'assainissement des plus bas d'Afrique? Question. Savez-vous que dans certaines villes, la défécation à l'air libre est en passe d'être la règle? La qualité de l'eau n'est pas à tranquilliser les esprits, surtout avec les interruptions incessantes et parfois de longue durée dans l'approvisionnement en eau potable. Bépanda n'a pas d'eau, Dedo n'a pas d'eau, Grand Moulin n'a pas d'eau, Bonamoussadi n'a pas d'eau, Bangé n'a pas d'eau, Banganté n'a pas d'eau. On va puiser l'eau où? Au puits, monsieur le ministre du puits et de l'énergie néant. Où est le ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans ce pays? Ah, j'oubliais, elle a encore le médecin, Oyumaban et Simalen. Charles Amel Bachou, vous touchez un point très sensible, bien évidemment, de la santé nationale aujourd'hui au Cameroun. Le regard que nous portons en même temps sur la question, dans sa globalité, de savoir, fait-on tout au Cameroun pour appauvrir davantage le peuple camerounais? Fait-on tout pour maintenir les populations dans des maladies incurables? Fait-on tout ce qu'il y a lieu de faire pour qu'enfin chaque Camerounais ne soit pas capable de pouvoir se soigner au moment où on nous a parlé, à un moment donné, de la santé pour tous à l'horizon 2000? Où en sommes-nous aujourd'hui pour qu'en 2022 au Cameroun, que l'on continue encore de parler du choléra? Les politiques de santé mises en place par le chef de l'État et notamment implémentées par le gouvernement camerounais sont-elles payantes ou pas? Et au final, quel bilan pourra-t-on en faire sur toutes ces grandes années et longues années autour du chef de l'État et naturellement ses politiques sanitaires? Je commence par vous, Dominique Audrey, sur la question du choléra. Le choléra aujourd'hui, 2022 au Cameroun. Oui, on en parle encore. Souvenez-vous du cas le plus récent ici à Douala Missoké, où il y a une signature d'ailleurs du ministre de la Santé publique qui est revenu. Et on a fait de cette zone, au niveau de Douala Missoké, une zone dans laquelle il ne faudrait plus boire de l'eau venant de là-bas, plus acheter des fruits de ce côté. Mais on s'est dit, ça ne sert à rien de telle sortie. On s'en fout du choléra aujourd'hui. On a estimé qu'on ne devait plus boire l'eau qui venait de là-bas. De Missoké. Pour boire quelle eau? Et un des fruits. Pour boire quelle eau? J'en sais rien. Donc on vous dit ne faites pas ça, mais on ne vous donne pas de plan B. D'où le plan de riposte. Lequel plan de riposte? On se pose encore la question si le plan de riposte là a été vulgarisé, il a été médiatisé. Il n'y a pas qu'à Missoké qui a le choléra. À l'ouest, au sud et dans le centre. Qu'est-ce qu'on a fait pour les trois régions, les principales? Au sud-est également. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces principales régions? Rien du tout. Aujourd'hui, on ne devrait plus être à parler de ce genre de maladie parce qu'on sait que c'est une épidémie et que ça peut venir à tout moment. De façon sensée, on devrait déjà avoir localisé les principaux foyers de développement de cette maladie et à ces endroits spécifiquement, regardez comment vivent les gens. À Missoké, il y a des inondations, n'est-ce pas? Et vous savez que lorsqu'il y a des inondations, c'est l'eau qui remplit dans des latrines qui sortent et vont se déverser dans les maisons. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces gens? Parce que... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Makepe Missoké a subi d'énormes casses pour l'assainissement. Oui. C'est le bassin du parcours vital que les Bourbons ont remblé, qui provoquent des déviations qui vont inonder les quartiers Makepe Missoké. Parce que quand vous dites c'est comme si les gens de Makepe Missoké ont construit dans le non. On a suffisamment cassé. On est même parti avec l'acte de naissance de Makepe Missoké à Coco, c'était comme combien, comme ils sont partis avec, ça n'a jamais apporté des fruits. Donc, le dit, c'est encore attaquer les populations. Non, ce n'est pas contre eux. C'est le bassin, c'est le déversoir. On a fermé ça. Permettez, Charles Amel. Là, c'est un fait. C'est un trait d'union que vous faites avec les réalités liées au choléra. Oui. Mais maintenant, du point de vue national, devrait-on encore en parler aujourd'hui? C'est ça le souci. Non. Voilà. Donc, quand on a pris le cas de Missoké, on fait référence au document qui a circulé. Non, c'est que les populations de Missoké, toutes les nuits dorment avec un œil. On a annoncé qu'il y aura encore des cases de ce côté. C'est pour ça qu'il faut bien développer. On comprend que c'est le parcours vital. Merci. Ce n'est pas Missoké. Non, moi je ne parle pas. Je suis en train de parler du mode de propagation de la maladie. Absolument. Qui part généralement du contact avec les latrines. Voilà, avec des latrines. Lorsque, je ne sais des pas inondations. Si les gens ont déjà vécu une inondation, mais si vous avez déjà vécu une inondation, vous savez que c'est comme ça que les toilettes se vidangent. C'est comme ça que les toilettes se vidangent. Et lorsqu'on est en train de vouloir courir pour enlever ses vêtements, enlever son matériel, ses télés et ses meubles et tout, on est en contact avec... C'est celle-là, je suis désolée, c'est comme ça. C'est l'un des modes de contamination. Dans d'autres pays, on travaille sur le vaccin.
quels sont les états des vaccins aujourd'hui? Je veux dire que quand on maîtrise les principaux foyers de la maladie, on doit travailler à ces endroits stratégiques. On devrait aller à Missoké parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ils subissent, malheureusement par l'effet de l'homme, des inondations et préparer ces gens-là à une potentielle résurgence de cette maladie. Pour le moment, on est à combien? 66 morts entre octobre et le mois de janvier de cette année. Mais ce qui est sûr, il y aura d'autres malades. Il y aura malheureusement d'autres morts. On a parlé de 1100, c'était 1000 quelque chose de malades en 2021, si je ne me trompe. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour laver les mains? Parce qu'on dit qu'il faut respecter les règles d'hygiène, la base de l'hygiène. On n'a pas d'eau, on a accès aux fruits. Tout le monde achète les fruits en route comme ça aujourd'hui. Est-ce que les Camerounais, même encore, est-ce que ça fait peur? Ils n'ont pas peur parce qu'ils ne savent qu'en quelques heures, on peut mourir de ça. S'ils avaient déjà vu quelqu'un se déshydrater et mourir à côté d'eux, je crois qu'ils prendraient ça très au sérieux. La nourriture qu'on vend en route, c'est dangereux, surtout les fruits, parce que vous ne savez pas comment est-ce qu'on a conditionné ces fruits-là, comment les personnes qui vous vendent ça ont manipulé cette nourriture. Et le ministère de la Santé a un travail important à faire à ce niveau. Si on est d'accord pour l'éventualité d'un potentiel vaccin, il faut vacciner les gens contre la maladie. Isabelle Carole Soupette, vous avez également vu qu'un bon nombre de Camerounais en 2020, toutes les mesures mises en place par le gouvernement camerounais pour lutter efficacement contre la propagation du Covid-19. On s'en souvient encore. N'eût été l'argent qui est revenu très tard, venant des institutions internationales, on parle encore de 180 milliards. Bon, là peut-être pas le problème, mais on voit quand même les plans de riposte qui étaient mis en place pour lutter efficacement contre le Covid-19. Avez-vous au moins déjà au Cameroun vu un plan de riposte autour du choléra, de la sorte? Michel Gacho, heureusement qu'on est dans le même pays et qu'on vit les mêmes réalités. On n'a pas eu ce genre de riposte, du moins pour cette maladie. C'est bien dommage qu'en 2022, on soit encore à parler du choléra parce qu'en réalité, ce sont des choses qui devraient être dépassées. C'est-à-dire qu'on devrait être fixé à savoir comment gérer bien d'autres pathologies, qu'à s'arrêter encore sur des maladies telles que, ou alors des situations telles que le choléra, quand on sait que quand on vous parle de choléra, ça renvoie simplement à un environnement insalubre aussi. C'est ce qu'il faut directement dire, c'est-à-dire que c'est ce à quoi on pense directement. Quand on parle de choléra, on parle de saleté, pour parler trivialement. Alors dans une ville comme Douala ou encore du moins au Cameroun, regardons simplement le plan d'urbanisation de la ville, par exemple. Est-ce qu'il est respecté, ce plan? Il n'est pas respecté parce que pour commencer à parler des règles d'hygiène, il faut déjà commencer à regarder comment est-ce que l'environnement est aménagé. Quand vous allez dans des quartiers, vous vous rendez compte qu'il faut passer dans les toilettes de tel pour arriver dans la cuisine de l'autre, avant d'arriver au salon de l'autre. Il y a des gens qui n'ont pas de servitude pour aller chez eux, pratiquement. Il y a des quartiers où les rigoles n'existent pas. Alors, quand il y a de l'eau qui stagne partout, quand il y a la boue qui s'installe, quand il y a des moustiques et toutes sortes aussi, vraiment, qui font de ce genre d'espace leur domicile, du moins quand on est dans un environnement insalubre, ben, il faut dire que on est très proche de choper ce genre de maladie. Malheureusement, on ne fait rien. Les mesures, du moins dans certains quartiers, on vous parle d'investissement humain. Combien de quartiers le font? Encore que c'est des actions aussi qui sont suffisamment maigres. Même s'il faut parler de ce type d'action pour commencer à pouvoir rendre sain l'environnement dans lequel on se trouve. La question de l'eau est un véritable problème. Combien de quartiers, qu'on soit à Douala, Yaoundé, pour parler de ces grandes métropoles, on retrouve de l'eau. Est-ce que vous semblez nous dire de façon sibylline qu'il y a des complicités pensées en haut lieu pour maintenir les Camerounais dedans? Il y a des complicités. Et les budgets alloués, on n'en sait pratiquement rien. Il y a des complicités parce que comment les gens peuvent se plaire à voir autant de personnes mourir chaque année pour la même maladie? Quand même. Quand vous allez simplement dans les espaces marchands, Michel Ngacho, je ne sais pas si vous arrivez de faire le marché. Vous voyez comment les produits sont traînés à même le sol, vous perdez complètement l'appétit. Vous voyez comment les marchés sont construits, vous perdez complètement l'appétit. Vous regardez comment les produits sont exposés, ben vous vous demandez, vous vous dites c'est normal qu'on parle du choléra. Si les produits sont à même le sol, si les marchés sont les espaces les plus insalubres au Cameroun,
L'assainissement devrait commencer par des marchés. Ça devrait être les endroits les plus propres, même à la limite. C'est-à-dire que quand on se retrouve au marché, on doit comprendre qu'on est directement en contact avec avec tout ce qu'il y a, ou alors tout ce qui concourt à être en bonne santé. Mais aujourd'hui, il y a un contraste terrible. Alors, lorsque vous ramenez des produits autant insalubres, vous les ramenez dans votre maison, vous n'avez pas suffisamment d'eau. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez la peine à bien laver vos produits. Vous avez la peine à bien laver vos légumes. Vous n'avez pas suffisamment d'eau. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué. Pourtant, on a toutes les réponses à ça. Ça aussi, il faut préciser. Donc, un rôle attendu, bien sûr, des autorités de la place qui devraient également prendre cela entre les mains. L'absence d'eau, problème majeur également. Et surtout, la qualité aussi de l'eau. Bon, mon Bengal, je me retourne vers vous. Et puis là, on ne peut ne pas interroger les politiques sanitaires mises en place au Cameroun, impulsées par le chef de l'État lui-même, qui d'ailleurs est garant de la santé des populations. Comment peut-on, sous son magistère, pendant 40 ans, parler de la même maladie chaque année? Choléra chaque année sous Paul Biya, notre président, oui. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne se pose pas des questions sur qui sont ceux avec qui il travaille? Est-ce qu'il entend au moins ces sons de cloche-là? Oui, il entend. Mais il a défini les priorités. Les priorités pour le régime du renouveau, c'est la sécurité. La sécurité, c'est les hommes en tenue, c'est la préfectorale. Donc, c'est pour cette raison que vous voyez les sous-préfets, les administrateurs civils, moi je suis matérialisé par les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, être dans une certaine, je n'allais pas dire opulence, mais avoir un traitement princier. Et les hommes en tenue aussi. Donc, la priorité du gouvernement du renouveau, c'est l'armée. C'est la sécurité, c'est sa sécurité, c'est-à-dire comment faire pour ne pas basculer le régime. C'est ça qui est la priorité. Donc, les questions sanitaires ne sont pas prioritaires. Non, le social n'est pas prioritaire pour le régime de renouveau. Tout ce qui est social n'est pas prioritaire. L'école et la santé. C'est hier encore que je vous faisais allusion de ça. Donc, la santé n'est pas une priorité pour le régime. Lorsque ce monsieur rentre de France, le président de la République, 61-62, il n'a travaillé qu'au sein de l'administration. Il n'a travaillé nulle part ailleurs que dans l'administration. De 27 ans à près de 90 ans aujourd'hui. Il n'a travaillé que là. Donc, en principe, il est le Camerounais qui aurait eu tous les leviers. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin que la préfectorale lui envoie des rapports, les renseignements généraux ou bien les délégués régionaux de la santé publique lui adressent des rapports. Parce que le ministère de la santé publique avait des directions. Il y avait une direction de la santé communautaire. Il y avait une direction des grandes endémies. Apparemment, il y a un secrétariat d'État au ministère de la santé publique chargé de ces choses-là. Mais avec la mort d'Ali Mayatou, est-ce qu'il a été remplacé ou pas? Je n'en sais rien. Mais est-ce que du vivant d'Ali Mayatou, il y avait même un point d'honneur porté à cela, les grandes endémies et tout? Je ne vois pas. Donc, les choses comme le choléra, les maladies comme le choléra, les maladies, on les appelait à notre époque. Nous, on ne connaissait pas votre langage aujourd'hui. Nous, on les appelait les maladies vénériennes, donc les MST. Il y avait des centres de grandes endémies. Il y avait des centres de maladies pulmonaires. C'est-à-dire que vous avez une infection pulmonaire, vous savez où aller, on ne vous mélangeait pas avec les autres. Le traitement de la tuberculose, de la lèpre, il y avait. Donc, en fait, le problème de santé publique était sectionné, mais dans un gouvernement intégré, ce qui fait que c'est pas pour rien qu'on envoie, par exemple, la direction des catastrophes, la direction de la sécurité au ministère en charge de l'administration territoriale. Précisément parce qu'on sait que le sous-préfet, qui est proche du maire dans sa localité, il y a ce que l'État appelait à l'époque les programmes d'urgence. Il y a des cas de choléra détectés dans un dispensaire. Vous les appelez aujourd'hui les centres intégrés. Voilà, centres de santé intégrés. Nous, on les appelait les dispensaires. Dans un dispensaire, dans une localité qui est encadrée par un dispensaire, lorsqu'on détecte, les mesures d'urgence sont prises. On allait même jusqu'à imposer
ce qu'on appelait journée nationale d'investissement humain. Et tout le monde, y compris dans les villages, avait ses latrines. Et on venait contrôler si les latrines sont... Et même les dépotoirs. On dit, mais bon, ça va aimer là, quand vous épulsez, vous jetez même vos ordures là où... Je dois montrer là où je jette les ordures. Et ça doit être loin de la place. Aujourd'hui, à l'époque aussi, il y avait l'eau, comme disait Dominique Audrey. Aujourd'hui, vous n'avez même pas l'eau. L'eau du village a été polluée par les exploitants forestiers. Donc, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien de tout. Et c'est comme ça le taux de prévalence du choléra, comme disait Isabelle Carole, montre seulement que les Camerounais sont sales. Mais les Camerounais sont sales, ça veut dire quoi? Le gouvernement a sali les Camerounais. Qui est réellement l'auteur de cette saleté que portent les Camerounais aujourd'hui? Que fait-on pour sortir de la saleté en 2022? Que fait-on maintenant pour s'exclure du choléra qui depuis 40 ans est autour de nous?